Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, Je fonctionne. Merci d'abord de votre accueil, merci de votre patience, parce que je suis aussi au bloc en même temps, enfin pas très loin. Donc je vais vous parler aujourd'hui du bloc paravertébral, de quelqu'un qui s'appelle Max Capis, et en fait je rajouterai quelques autres parce que vous allez voir que ça nous ouvre des perspectives sur l'anesthésie allemande, je dirais, d'avant d'avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on sait effectivement l'importance qu'a joué l'Allemagne et les pays germanophones dans je dirais, dans la genèse en particulier de l'anesthésie-réanimation sur un plan global et de l'anesthésie loco-régionale par ailleurs. On sait que c'est effectivement Kohler, à l'instigation de Freud, qui a réalisé la première anesthésie loco-régionale pour de la chirurgie de la cataracte. Et après, effectivement, on a eu un très grand engouement, d'abord dans le monde germanique, puis ensuite dans le monde anglo-saxon, très rapidement. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, le bloc paravertébral, il a été pratiqué pour la première fois au début des années 1900 pour l'analgésie en chirurgie abdominale. Le principe du bloc paravertébral, c'est l'injection d'un anesthésique local à proximité des racines des nerfs rachidiens, juste après leur sortie du canal vertébral. Donc là, vous avez une représentation qui en fait est à plusieurs étages, puisque le bloc paravertébral peut être réalisé quasiment sur l'ensemble de l'axe rachidien. Vous avez ici une vue du bloc paravertébral dans la région que je qualifierais de dorsale ou thoracique, et le même à un niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau cervical, où ça peut être réalisé pour des actes extrêmement variés et pour des chirurgies extrêmement variées qui, grosso modo, s'étendent de la région cervicale à la région pelvienne. Donc, vous avez effectivement la sortie ici sur votre droite, mais ça peut être la même chose sur votre gauche, de l'ensemble des racines qui vont rachidiennes. Et donc, la racine vertébrale, eh bien, elle va se diviser, ce qu'on a vu dans l'image précédente, à l'émergence du foramen intervertébral en des branches dorsales et ventrales. Et il y a une chaîne, bien entendu, il y a des éléments moteurs, sensitifs, mais aussi sympathiques. Et donc, la réalisation d'un bloc paravertébral va donner une anesthésie qui, normalement, est segmentaire, somatique et unilatérale, avec effectivement une composante sympathique, donc avec un peu de retentissement sur l'hémodynamique. Le premier dont je vais parler, c'est pas Max Capis, c'est Hugo Seline, né en 1871, né en 1936. Vous voyez qu'il a une très bonne tête sur la figure. On verra la suite. En tout cas, Hugo Seline est professeur de gynécologie obstétrique et c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup progresser le domaine de la gynécologie obstétrique, tant sur le plan de l'obstétrique que sur le plan de la chirurgie gynécologique, carcinologique en particulier. Et ce monsieur, eh bien, il a été nominé deux fois, ce qui n'est pas rien, en 1904 et en 1927 au Nobel de médecine pour ses travaux. Et donc, Hugo Seline, c'est un chirurgien, et donc, comme tous les chirurgiens à l'époque, il se préoccupait aussi un petit peu de l'anesthésie. Voilà, donc Hugo Seline, il va réaliser, je dirais comme ça, un petit peu, pas tout à fait sur un coin de table, mais presque, ce qu'on appelle des blocs paravertébraux pour la chirurgie gynécologique qui était essentiellement abdominale, mais aussi au niveau thoracique. Et cette chirurgie était combinée, cette anesthésie locale de ce bloc paravertébral était combinée à une anesthésie générale. Donc c'était quelque chose qui était fait de manière, je dirais, assez primitive. Et je dirais que comme Hugo Selim avait énormément de sujets d'intérêt, je dirais, dans sa discipline, il n'a pas cherché, je dirais, à aller un petit peu plus loin. Et il faut quand même rappeler, donc tout ça, ça se passe vers 1905. Et en 1908, juste au passage, je signale que George Washington Creel, qui est quand même beaucoup plus connu dans notre spécialité, a développé vers 1908 quelque chose qui rejoignait ce qu'avait fait Hugo Selim de manière, je dirais, un peu primitive.
c'est le concept de balance anesthesia ou anesthesia, c'est-à-dire la combinaison de blocs périphériques et d'anesthésie générale. Et je ferme la parenthèse sur Washington Crime. Hugo Selheim, il va continuer sa carrière. Il faut signaler quand même quelque chose, c'est que il a relativement très rapidement soutenu le NSDAP. Il est mort avant la Seconde Guerre mondiale et il a participé, comme beaucoup d'autres qu'on va voir dans cet exposé, à des stérilisations forcées qui ont été légalisées en 1933, mais qui se pratiquaient, je dirais, de manière sauvage pour des patients qui souffraient de maladies génétiques, d'imbécilité congénitale, de diverses pathologies psychiatriques, d'épilepsie, de cécité héréditaire, de malformations congénitales ou d'alcoolisme chronique sévère, et même des individus qui avaient le malheur d'avoir eu deux enfants illégitimes ont pu être stérilisés. Alors, quand on se penche sur cette question, c'est quelque chose dont les Allemands ne sont pas les seuls concernés, puisqu'à la même époque, de telles choses se pratiquaient très fréquemment dans le monde anglo-saxon, en particulier aux USA, au Canada et en Australie. Donc ça, c'était la parenthèse d'Hugo Selheim qui avait fait avancer un petit peu les choses. Diapo suivante, malgré cet air Stivo, je dirais relativement sévère et pas très drôle, eh bien c'est Arthur George Leven, et ça c'est vraiment quelqu'un, malheureusement je crois qu'on ne connaît pas trop en France, peut-être certains dans la salle connaissent mieux, mais le rôle de l'Allemagne dans les progrès de l'anesthésie, Georges Leven est vraiment un géant de la spécialité, un des premiers. Et il travaillait à Leipzig avec des gens extrêmement connus, en particulier Trendelenburg, qu'on peut apercevoir. Alors, je ne vous dirai pas lequel est Trendelenburg dans l'assistance, mais en tout cas, c'est quand même un des grands chirurgiens. Et Arthur George Leven était chirurgien aussi. Il s'est passionné pour l'anesthésie et même, je dirais, on verra un petit peu plus loin, pour la réanimation. Il faut savoir qu'en 1905, toujours donc en ce qui concerne Georges Leven, la firme Hoechst a introduit la procaïne, puisqu'à l'époque, il y avait d'énormes problèmes liés à l'utilisation de la cocaïne. Je rappelle l'histoire personnelle de Hallstett avec les intoxications, des problèmes de toxicité qui avaient été mis en évidence. Toujours est-il que la firme Hoechst en Allemagne, donc il y avait quand même les Allemands, on peut le dire, sur le plan de la chimie et de la pharmacologie, avaient quand même une très sérieuse longueur d'avance sur nous. Hoechst introduit la procaïne sous le nom de novocaïne, qui est restée l'anesthésie locale standard pendant de nombreuses décennies. Et donc, cette anesthésie locale a été validée par des tests médicaux réalisés par un autre grand nom de la spécialité, Heinrich Braun, et Leven. Pour Braun, Braun en particulier a fait avancer les choses en ce sens qu'il a rajouté de l'adrénaline à l'anesthésie locale, ce qui avait deux effets. D'une part, de prolonger l'action de l'anesthésie locale dans le temps, en réduisant sa réabsorption. Et en plus, du fait de cette réduction de la réabsorption, on avait beaucoup moins d'effets systémiques qu'avec la cocaïne. Donc, à cette époque, Leven était venu assister Heinrich Braun à Leipzig. Donc tout ça, ça se passe toujours à Leipzig. Donc Heinrich Braun a repris la direction de la chirurgie à la maison des diaconesses de Leipzig et Leven l'a rejoint en 1900. Et Leven a en particulier contribué au développement de nombreuses techniques d'anesthésie loco-régionale, en particulier les anesthésies rachidiennes. Et vers 1910, il a introduit, je dirais réintroduit, ce que Sicard et Catlin avaient imaginé en 1901 en France, à Paris, mais qu'ils n'avaient pas développé au-delà de ça, c'est l'anesthésie sacrée. Au passage, Sicard est devenu un des grands noms de la neuroradiologie, et Catlin, je crois, a fait une excellente carrière d'urologue en France. Mais ces deux-là n'avaient pas continué dans ce domaine que Leven a contribué à développer, celui de l'anesthésie sacrée. Donc, je vais essayer de pouvoir passer. Donc, ça, c'est les publications, c'est une des nombreuses publications de Arthur Leven sur l'anesthésie sacrée, c'est-à-dire les débuts, non pas de la rachianesthésie, mais de l'anesthésie péridurale.
Et donc, c'est en particulier le travail de Leven. Alors, il a aussi contribué, Arthur Leven, à améliorer la technique que Selheim avait imaginée de manière fruste, et il a appelé anesthésie par conduction paravertébrale. Alors, pour dire le niveau de recherche de Leven, c'est en particulier, c'était à la fois bien sûr un chirurgien, mais il a aussi beaucoup de faits de recherche en matière de pharmacologie et il s'est intéressé en particulier à la vasoconstriction par l'adrénaline, donc ce qui permettait de réduire l'effet systémique de la procaïne. Et il a montré sur des préparations qui sont particulières, qui sont connues aujourd'hui des physiologistes, et il a pu mettre en évidence le rôle de l'adrénaline pour freiner la réabsorption systémique des anesthésiques locaux. Et un certain nombre d'idées qu'il avait imaginées à l'époque ont été confirmées un demi-siècle plus tard, parce qu'il a été montré l'existence le long des nerfs de protéines de transport qui expliquaient le passage des anesthésiques locaux dans la réabsorption. Alors, en ce qui concerne Leven, pour montrer aussi tout ce qu'il avait conçu, il s'est intéressé. Le problème de ces combinaisons d'anesthésie générale et d'anesthésie paravertébrale ou sacrée, c'était le défaut de relaxation musculaire. Donc, à l'époque, il y avait des recherches qui étaient réalisées, mais sans aucune vision, je dirais, anesthésique, par Böhm, qui était toujours à Leipzig, dans l'Institut de pharmacologie. Et Leven, à ce moment-là, a imaginé des expériences qu'il a réalisées à la fois sur des modèles murins de souris et de cobayes, mais il a montré qu'avec certaines doses de curarine, donc c'était l'isolat de ce qui va devenir plus tard le flaxédil, eh bien, on pouvait paralyser tous les muscles à l'exception du diaphragme, et que si les doses étaient plus élevées, les animaux pouvaient être maintenus en vie en ventilation artificielle. Donc, je veux dire que déjà, une très grande préscience de l'utilisation des curars, de la ventilation adaptée, etc. Et on sait qu'il a utilisé, alors effectivement, à l'époque, il n'y avait pas des comités d'éthique, hein, et je dois dire que dans les pays où on faisait de la stérilisation forcée, un petit peu de curarine en sous-cutané ou intramusculaire, ça passait inaperçu. Toujours est-il qu'il a utilisé des doses de curarine pour essayer d'obtenir un relâchement musculaire chez des patients, mais on n'a pas grande précision là-dessus. Et comme là-dessus, il n'y a pas eu de forme, à l'époque, il n'était pas possible de trouver des formes galéniques adaptées, ça n'a pas été plus loin. En tout cas, c'est quand même une grande vision sur la spécialité. Alors, pour terminer le chapitre sur l'Éven, mais pour rejoindre un petit peu ce que racontait Jean-Bernard Casala dans l'exposé précédent sur le pulmotor, il a imaginé un appareil à commande électrique pour surmonter les problèmes d'insuffisance respiratoire. Alors j'avoue que ça, je l'ai retrouvé dans des revues allemandes. Je n'ai pas creusé plus loin pour savoir jusqu'où il était allé. Et j'avoue que j'ai pas beaucoup de contacts en Allemagne, mais ça mériterait peut-être d'aller fouiller un petit peu plus loin dans la revue d'air anesthésiste pour savoir. Bon, en tout cas, Leven était quand même quelqu'un qui a beaucoup contribué à l'avancée de notre spécialité, même s'il reste aujourd'hui un peu connu. Alors, je vous ai parlé d'Hugo Selheim avec sa bonne tête. Encore une autre bonne tête, Max Capis, on verra ce qu'il en est. Max Capis, donc né en 1881, lui, il n'a pas exercé à Leipzig. Il a exercé à Marbourg, si je ne m'abuse. Et donc, c'est lui qui va un peu plus faire avancer la question du bloc paravertébral. Et il va aller au-delà du bloc paravertébral parce qu'il va imaginer le bloc splanchnique, qui est encore autre chose. Alors, Max Capis, donc vous avez ici une des publications qui date de 1912, qui lui vraiment va théoriser le bloc paravertébral. Donc, utilisation d'une anesthésie par conduction sur l'abdomen. Donc, vous voyez, c'est la chirurgie abdominale, la poitrine en chirurgie gynécologique, le bras et le cou. Donc, vous voyez qu'il va quand même très loin. Et effectivement, il réalise des blocs paravertébraux à différents étages pour différentes chirurgies.
Donc, il continue toujours dans le même ordre d'idée, une seconde publication à propos de l'anesthésie par conduction lors des opérations rénales et de la thoracoplastie. Donc, c'est quand même des chirurgies relativement lourdes et le bloc paravertébral, manifestement, est utilisé seul ou en complément des anesthésies loco-régionales. Poursuivant ses recherches, Max Capis, donc il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, ces chirurgiens, qui étaient quand même des grands chirurgiens pour l'Allemagne, étaient aussi des grands anatomistes. Eh bien, il s'est intéressé plus particulièrement au nerf splanchnique et en particulier au nerf cœliaque. Et il a montré qu'effectivement, les organes abdominaux supérieurs, c'est-à-dire essentiellement sus-mésocoliques, sont innervés par les nerfs splanchniques pour la conduction de la douleur et que l'infiltration de ces nerfs par voie transcutanée postérieure pouvait être utilisée non seulement pour l'analgésie, mais aussi pour la chirurgie. Donc, le plexus cœliaque, c'est un réseau complexe de nerfs qui est situé dans l'abdomen, d'où partent, donc, à un moment, on a le tronc cœliaque qui est un réseau artériel, les artères rénales, l'artère mésentérique, et à proximité, on va donc trouver ce plexus cœliaque qui pouvait être infiltré pour des douleurs sus-mésocoliques, des pancréatites chroniques, des métastases, différentes tumeurs rétropéritonéales, en particulier rénales, et aussi pour des douleurs abdominales chroniques. Vous avez ici ce que vous connaissez tous, cette représentation des rameaux qui constituent le nerf splanchnique, et effectivement toute l'innervation qui en découle pour la sensibilité en particulier douloureuse de ce qui est contenu dans l'abdomen. Voilà, je continue. Donc ça, c'est le travail de Max Capis. Et donc, vous voyez, sa technique était simple repérage, il n'y avait pas du tout d'imagerie. Hein, donc, en percutané, il se repérait sur le corps vertébral. Donc, il poursuivait la pénétration de l'aiguille au-delà du bloc paravertébral et il se positionnait un petit peu devant l'aorte. Alors, j'imagine que soit il se repérait sur des battements de l'aiguille qui pouvaient lui indiquer la proximité de l'aorte, voire il franchissait l'aorte et éventuellement il aspirait. Donc toujours est-il que c'était, voilà comment il réalisait des blocs cœliaques pour différentes indications, c'est-à-dire combinaison et anesthésie générale pour de la chirurgie ou pour traiter des douleurs rebelles, en particulier carcinomateuses. Donc, vous avez ici une publication, donc on est déjà en 1919, publication de Max Capis, sensibilité et anesthésie locale dans la zone chirurgicale de la cavité abdominale, avec une attention particulière à l'anesthésie splanchnique. Alors, tout ça s'était tombé un peu en désuétude, et puis à partir des années 70, eh bien, on a vu un retour à la fois de l'anesthésie locale, des anesthésies loco-régionales, de l'intérêt du bloc splanchnique pour des douleurs cancérologiques. Et donc, on s'est repenché sur l'histoire de tous ces gens. Alors, au-delà de ça, Max Capis a été encore un peu plus loin. Travaillant sur le bloc sympathique, il s'est intéressé à tout ce qui était sympathectomie. Ça rejoint un petit peu en France, mais là, on est en 1923, et ça rejoint un petit peu en France les préoccupations cliniques de quelqu'un qui est aussi un grand nom de la chirurgie, c'est Le Riche, qui s'est beaucoup intéressé aux sympathectomies, aux blocs, en particulier les blocs du ganglion stellaire. Et donc, Max Capis a poursuivi ses travaux. Euh, voilà ce qu'il en est pour Max Capis. Alors, juste au passage, toujours dans la suite d'Hugo Seline, le premier qu'on avait vu, donc Max Capis, malgré sa bonne tête, était quand même, c'est quelqu'un qui était engagé pendant la Première Guerre mondiale. J'ai vérifié il avait une croix de fer de seconde classe. Euh, il a rejoint très tôt le Parti national-socialiste il était d'abord dans la première parti qui était nationaliste. Il a rejoint lui-même le NSDAP en 1933, donc ce qui lui a peut-être valu la nomination à l'université de Würzburg. Euh, et puis donc il a quand même été très proche du NSDAP malgré sa bonne tête. Il est décédé à l'âge de 56 ans, un peu avant la Seconde Guerre mondiale.
Hugo Sellaï, pas Hugo Sellaï, mais Arthur Lévesque a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas du tout été inquiété, il était mêlé de rien. Je crois qu'il s'occupait essentiellement de son métier. On sait que ces techniques ont été reprises en particulier, et si Louis-Jean Dupré écoute ou est dans la salle, il corrigera si je dis des bêtises. Mais en tout cas, ces techniques qui sont quand même d'origine germanique ont été reprises en France à la fois par Pochet, puisque Pochet le signale dans son édition de 1921, Labatte, pareil, dans son édition de 1922, et juste pour montrer, tac, donc alors, les techniques étaient un petit peu différentes entre Max Capis et Labatte. Labatte était vraiment un grand technicien de l'anesthésie loco-régionale. Il se dédiait uniquement à l'anesthésie, à la différence de Capis, qui était chirurgien et pour qui l'anesthésie était quelque chose de complémentaire. En tout cas, Labatte, on sait, était formé en France, en particulier par Pochet. Et puis, il a immigré aux États-Unis, où il est mort relativement jeune, après avoir créé la Société américaine d'anesthésie loco-régionale. Et d'ailleurs, dans un des articles de Annals of Surgery de 1921, qui est signé par Labatte, eh bien, lui-même va reconnaître la contribution de tous ceux qui l'avaient précédé. Braun, on a vu, hein, qui a travaillé sur la procaïne, Leven, dont j'ai parlé, Capis, donc il cite différents noms que vous connaissez tous, Kuhlenkampf, Kreil, Pochet, Sourdin, enfin voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Donc pour résumer, l'histoire du bloc paravertébral est toujours dans la même lignée, je dirais, de l'anesthésie loco-régionale à partir de Karl Koller, de Auguste Beer. C'est à la fois, donc c'est quand même des gens qui ont, il y a tout un trajet qu'on voit sur le développement de l'anesthésie loco-régionale, et on voit que cette histoire de l'anesthésie loco-régionale eh ben, s'inscrit dans l'histoire complète, je dirais, de l'anesthésie, et que pour les individus qui ont y participé, bon, bien sûr, ils ont quand même été un peu impliqués dans l'histoire de leur pays. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc. Y a-t-il des questions? Jean-Bernard. Oui, tu as évoqué que la cocaïne, parce que c'était les Allemands, mais la stovaïne a été inventée en même temps. Oui, mais comme j'étais, oui, alors je suis bien d'accord que Fourneau, puisque Fourneau égale stove en anglais, Fourneau avait conçu la cocaïne et son laboratoire, même plus tard, a développé les curares, autant qu'il me semble. Bon, on sait ce qu'il était de l'histoire de ces deux pays, en particulier avant la guerre 14. Hein. Ils se tiraient la bourre les uns les autres. Et je crois qu'il faut quand même insister que les Allemands, nettement, dans le domaine de la chimie et de la pharmacologie, avaient une longueur d'avance. Même si Fourneau était quand même un grand pharmacien, il avait en particulier beaucoup de connexions avec l'Allemagne, sans être mauvaise langue, en particulier avant la Seconde Guerre mondiale. Mais je reconnais tout à fait le travail de Fourneau, mais je crois qu'il faut insister quand même sur le truc. Alors, je pense qu'effectivement, pour revenir à ce que dans ton exposé précédent là, sur Dreyer, je vais essayer peut-être, quand j'aurai le temps, d'aller fouiller un petit peu, de trouver un collègue. Je connais un collègue allemand pour voir si je peux pas récupérer des éléments de la revue d'Air anesthésiste, même si je lis un peu l'allemand, mais je pense qu'il faudrait creuser cette histoire d'Arthur Leven, de la ventilation assistée, etc. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres D'accord. questions? Oui, Ernest Fourneau, je crois que c'était plutôt entre l'entre-guerres, sans te Oui, oui, contrarier. oui, oui, Et oui, puis il a été formé par les Il a Allemands. été formé par Et exactement. puis les... ici Oui, en France, il mangeait à peu près régulièrement avec Otto Abetz, oui, ce qui oui, a oui. permis aux Français de ne pas avoir le prix Nobel, hein, pour ceux qui travaillaient à l'Institut Pasteur et qui l'auraient mérité pour la découverte des sulfamides, parce que ça faisait mauvais genre de donner le prix Nobel, même si Monsieur Nitti et puis Monsieur Trefoil l'auraient mérité, parce que malheureusement leur chef était Ernest Fourneau et on ne pouvait pas le donner pour ça. Mais ils ont récompensé secondairement l'Institut Pasteur en donnant le prix Nobel en 57
à Daniel Beauvais, qui a synthétisé, lui, la galamine, le flaxédil, dont tu as parlé tout à l'heure. Et c'est au nom de ça qu'il a eu le prix Nobel en 57. Mais en fait, on peut dire qu'il l'a eu au titre de son œuvre entière, puisqu'il a découvert avec les autres, le premier sulfamide, hein, découvert aussi par l'allemand, hein. Et puis aussi, il avait découvert les premiers antihistaminiques et neuroleptiques aussi, il faut bien le dire. Oui, non, non, mais effectivement, vous avez raison. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient comme exposé, si c'était. C'était super. Et le bloc, c'est bien qu'on l'utilisait aussi en réanimation, puisqu'on parlait de réanimation un peu avant, pour les ulcères du stress. Et on faisait ça en entraînant une vasoconstriction splanchnique, en espérant que ça arrêterait le saignement des ulcères de stress gastrique. Ah bon? Oui, oui, je l'ai fait plusieurs fois. Est-ce que nos collègues en distanciel ont des questions? Pas de questions.